Vous réalisez à quel point le 6e épisode est dense et capital? C'est pas juste un petit chapitre de transition sur les travaux de la maison. Non, c'est le moment précis où l'auteur boucle les traumatismes du passé tout en posant les bases de tout ce qui va suivre. Aujourd'hui, on va décortiquer cet épisode dans les moindres détails. On va parler des petites pépites cachées de l'œuvre originale, du dénouement hyper touchant de l'histoire avec Sarah, des 3 conditions intransigeantes de Sylphiette, et évidemment, de l'ascension glorieuse d'Eri au rang de roi du sabre. Et zéro spoiler sur la suite, vous pouvez écouter les yeux fermés si vous ne suivez que l'animé. Allez, c'est parti! Ça commence par une scène de famille ultra chaleureuse avec Rudeau qui berce la petite Lucie. On dirait que l'hiver pointe son nez, ce qui veut dire que la petite va bientôt fêter son tout premier anniversaire. Rudeau essaie tant bien que mal de jouer les papas poules autoritaires, mais dès qu'il pose les yeux sur sa fille, il fond complètement et se met à lui faire des gâtismes. Suzanne observe tout ça avec un petit sourire aux lèvres et un poil d'amusement. Il faut dire qu'elle a été engagée comme nourrice à la maison. Vous la remettez forcément, c'est l'ancienne de l'équipe de la Flèche Fléchissante qu'on a vue dans le premier épisode de la saison 2. Dans la chronologie, il s'est écoulé pratiquement 4 ans depuis cette époque. Suzanne a épousé Timothy, le chef du groupe, et elle est venue s'installer avec lui à Sharia. Mais au fait, pourquoi la flèche contre-attaque a fini par éclater? Dans l'animé, ça passe à une vitesse folle, mais l'histoire originale va tellement plus loin. Après le départ de Rudeau, le groupe a bêtement accepté une mission de routine. Le problème, c'est que Sarah, complètement dévastée par son chagrin d'amour et sa dépression, a totalement décroché en plein combat. En voulant la protéger, Suzanne s'est fait choper la jambe par une morsure atroce. Elle en a réchappé, oui, mais ça a été un vrai coup de semonce. Elle a pris un scud de réalité plein fouet, dans ce métier, la moindre inattention, et c'est le trou noir. En prenant conscience qu'il n'avait ni les reins assez solides ni la concentration nécessaire pour assurer le rang A, elle a pris la décision d'adulte qui s'imposait, tout dissoudre. D'ailleurs, c'est direct avec la prime de cette foutue mission que Timothy a enfin trouvé le courage de se jeter à l'eau et de demander la main de Suzanne. Ça faisait une éternité qu'il en pinçait pour elle, et la seule dans toute la bande à n'y avoir vu que du feu, c'était Sarah. Si toute cette partie du lore vous branche, jetez-vous d'urgence sur le manga Le Mage déprimé. Aujourd'hui, Suzanne est maman de 2 gosses, mais son 3e, pauvre gamine, est mort-née. Comme elle avait encore de la montée de lait, quand Rudeau a cherché une nourrice, elle s'est portée volontaire sans hésiter une seconde. Et Rudeau, n'ayant jamais oublié à quel point elle avait été là pour lui dans ses moments sombres, lui a ouvert sa porte les yeux fermés. N'empêche, Suzanne reste sur le cul de voir comment Rudeau pouponne. Son propre mari n'a jamais été aussi gâteux avec leurs enfants. Elle le taquine, on dirait bien que tu ne réalises pas encore que tu es père. Et dans la foulée, elle lâche, tu as tellement changé. Et Dieu sait qu'elle a 1000 fois raison. Avant, Rudeau balisait complètement à l'idée de froisser qui que ce soit et n'aurait jamais osé renvoyer la balle à ce genre de vanne. Suzanne essayait de voir à quel point il s'est affirmé, a pris de la bouteille et communique enfin sans filtre. En passant, petit détail croustillant, Suzanne vit sous le même toit que sa belle-mère et passe de temps en temps vider son sac auprès de Lilia. Il s'avère qu'elles ont exactement le même âge. Mais le plus tordant, c'est quand même la tempête sous le crâne de ce bon vieux Rudeau. Dès que Suzanne donne le sein à Lucie, il s'éclipse gentiment de la pièce. D'un côté, il avoue sans rougir que les courbes de Suzanne n'ont franchement rien à envier à celles de Zénith ou de Lilia, mais il se reprend aussitôt. Si jamais il se laisse embarquer par ses bas instincts, Roxy et Sylphie vont lui faire la peau. Bon, par contre, si Paul avait été dans le coin, c'est sûr qu'il se serait échangé un petit regard de connaisseur. Pendant ce temps, l'hiver s'abat sur Anoa. Et croyez-moi, l'hiver là-bas, c'est du brutal et ça s'éternise, le prix de la bouffe grimpe en flèche, et si tu n'as pas anticipé le coup, tu y passes. Chez Rudeau, on a blindé les réserves, bois de chauffage à gogo et vivres de longue conservation. C'est pile à ce moment-là que Roxy déboule avec une info capitale. La famille royale de Ranoa cherche de l'escorte. Selon la coutume locale, les membres de la dynastie doivent faire le tour du royaume juste avant leur majorité, fixée à 15 ans. Problème, dans l'équipe de protection, 2 piliers manquent à l'appel,
le mage et le soigneur ont chopé une trace. La guilde et l'académie de magie ont tranché direct, ce sera Roxy. Logique, c'est une aventurière aguerrie qui maîtrise aussi bien la magie offensive que les sorts de soins. En gros, un seul combattant au prix de 2. Ce qui a joué aussi, c'est qu'elle vient d'arriver dans le corps enseignant et qu'elle est carrément moins débordée que les autres. Bon, l'auteur glissait quand même dans un coin que son allure de gamine joue contre elle, on ne la prend jamais au sérieux et on lui refile toujours les corvées dont personne ne veut. Princesse Ariel a sauté sur l'occasion pour s'incruster dans la mission, une occasion en or pour placer ses pions auprès de la couronne. Forcément, Sylphie et Luc sont du voyage. Et pour verrouiller la sécurité à 100%, ils ont aussi débauché Rude, la plus grosse pointure en magie de toute la ville. Et Luc sont du voyage. Et pour verrouiller la sécurité à 100%, ils ont aussi débauché Rude, la plus grosse pointure en magie de toute la ville. Rude et Roxy arrivent dans un hôtel de luxe rang S là-bas, ils font la connaissance du reste de la garde, un escadron 100% féminin de rang S, les Amazones d'élite. Et au milieu d'elle, Rude tombe des nues en apercevant une archère. Dans ce monde, les arcs, c'est hyper rare. Face au monstre, ça manque franchement de péponche par rapport à une épée ou à de la magie. De toute sa vie, Rude n'a connu qu'une seule archère, Sarah, de la flèche brisée. Et voilà que le destin les fout à nouveau face à face. Pour Rude, Sarah, c'est celle qui lui a laissé une cicatrice psychologique monstrueuse. Mais si on regarde le truc du point de vue de Sarah, la fille s'ouvre à un mec pour la toute première fois, le gars bloque complètement au moment de passer à l'acte, et par-dessus le marché, il va l'insulter, bourré, dans une taverne. Pour une jeune fille, c'était la pire des insultes envers son pouvoir de séduction. Un vrai carnage émotionnel pour tous les deux. N'empêche que Sarah n'a pas lâché l'affaire. Elle a enchaîné les groupes, elle a pris de la bouteille, elle est montée rang A et elle a fini par se faire recruter par le groupe d'élite des Amazones. Pendant les scènes de baston, les auteurs nous montrent trop bien la différence de niveau. Quand Élise du groupe balance une boule de feu basique, Roxy, elle, sort carrément le lance-flamme. Dans l'univers de Mushoku Tensei, la puissance de la magie, c'est une question de quantité de mana et de contrôle. Roxy, c'est une magicienne de niveau supérieur, alors chez elle, le moindre petit sort de rien du tout se transforme en véritable frappe nucléaire. La mission se déroule comme sur des roulettes. Rude, fidèle à lui-même, se qualifie ironiquement de purificateur d'air, alors qu'en vrai, le succès de l'opération repose entièrement sur la maîtrise de Roxy et la cohésion du groupe. Roxy, c'est une baroudeuse qui s'est fait des donjons en solo, son rang A, c'est juste une question de praticité. Le rang S, y a quasiment pas de quêtes ordinaires, c'est surtout des gros raids. Alors qu'avec le rang A, t'as l'embarras du choix. À l'époque, Ghislaine n'avait rien pigé à ça, elle a sauté sur le rang S et elle a failli crever de faim faute de boulot. Mais toute l'attention de l'épisode repose sur la relation entre Rude et Sarah. Rude la fuyait, pensant bien faire. Et Sarah prenait ça pour du pur mépris. Ils étaient encore en train de tomber dans le même piège d'incompréhension. C'est la princesse Ariel qui sauve la mise. Sentant l'ambiance électrique, elle prétexte une envie de fruits et envoie Sarah en course, les forçant de fait à se retrouver entre quatre yeux. Une fois tous les deux, Sarah lui avoue qu'elle sait pour son mariage, et elle lui sort ce qu'elle garde sur le cœur depuis des années, « J'ai toujours voulu te demander pardon ». Dans le light novel, on apprend qu'après leur rupture, Sarah a découvert toute la vérité sur le blocage de Rude grâce à Élise du bordel. Pendant 4 ans, la culpabilité l'a bouffée de l'intérieur pour avoir été aussi dure avec un mec qui souffrait. Venir à Sharia, c'était sa seule chance de se faire pardonner. Rude lui répond cash, « En vrai, je t'aimais pas tant que ça. » Ça claque comme une gifle, mais il voulait pas être méchant. À l'époque, il cherchait juste à étouffer la douleur du départ d'Eri à travers elle. Il l'aimait pas vraiment, il cherchait une porte de sortie. Balancer cette vérité, ça leur a permis à tous les deux de tourner définitivement la page. Pour lui dire adieu, Sarah lui met un petit coup de poing affectueux dans la poitrine en souriant, « T'as intérêt à pas faire pleurer ta femme. » Une fin absolue pour leur histoire. Juste après, Sylphie demande à Rude, « C'est quoi ton genre de fille, en fait ?» Et Rude répond,
celles qui me sortent de la galère. Et c'est tellement vrai, Sylphie a guéri son âme et son corps, et Roxy l'a sortie du gouffre après la mort de Paul. Pour Rude, une épouse, c'est une sauveuse. Rude jure qu'il n'y aura pas d'autre femme, et la seconde d'après, il repense à Eri et aux mots de Ruigère qui disaient que son départ était peut-être un malentendu. Conscient qu'il tiendra jamais si jamais il recroise Eri, Rude ravale aussitôt sa promesse. Et la réaction de Sylphie à ce moment-là est juste incroyable. Elle fait pas une crise de jalousie, mais elle lui pose 3 conditions en béton armé pour une éventuelle 3e femme. Pas de messe noire dans mon dos. Pas de fait accompli à cause d'une grossesse. Et la femme doit aimer sincèrement Rude. Sylphie fait preuve d'une maturité de dingue, elle est prête à accueillir quelqu'un dans la famille, à condition que tout soit fait dans les règles de l'art et la transparence. Pendant ce temps, au sanctuaire de l'épée, il se passe un truc historique. Gal, le dieu de l'épée, rassemble 3 saints de l'épée et tranche. Le titre de roi de l'épée ira à celle qui remportera le duel entre Eri et Nina. Nina prend la garde haute, Eri la garde moyenne, avec un petit sourire mystérieux. Nina lance la longue épée de lumière parfaite, le coup qu'elle travaille depuis des années. Un éclair, et bam, Nina valdingue au sol. Dans l'animé, ça va à une vitesse folle, mais tout est dans la technique. L'épée de Nina était un poil plus rapide. Sauf qu'Eri s'est baissé au même instant, a déplacé son centre de gravité et lui a collé un coup latéral en plein dans le buffet. Eri a appris à redistribuer son aura, son toki, auprès de l'empereur du style du Nord. Elle a retiré le surplus de force brute pour tout miser sur la vitesse. Dans un combat au sommet, c'est ce 10e de seconde qui fait tout. Pour terrasser un homme, pas besoin d'en faire des caisses. L'ancienne sauvageonne a fusionné les écoles, a fait preuve d'une souplesse tactique de dingue et a décroché son titre de roi de l'épée haut la main. Complètement brisée par la défaite, Nina fond en larmes. Pour la première fois depuis des années, elle s'adresse à Gal non pas comme au dieu de l'épée, mais comme à son père, oui, papa. À cet instant précis, son orgueil d'affronteuse s'est effondré, et elle est redevenue une simple petite fille. Voilà pour cet épisode 6, d'une richesse et d'une intensité de fou. Merci d'avoir regardé, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et on se capte très vite pour les prochaines vidéos.